Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition du journal de Beffravision. Eh bien, commençons avec le sommaire des actualités de cette semaine. Un nouveau commerce cartésien, le bal-trap de la société de chasse Saint-Hubert, la rencontre avec Benjamin Noisier, un jeune auteur nordiste, le Carpodium Chiré FM pour les festivités du 14 juillet, la présentation des nouvelles activités proposées par le Musée Matisse pendant les vacances, la remise en activité du canal de la Sambre à Catillon et pour terminer, nous continuons notre série de présentation de nos bénévoles et cette semaine, ce sera au tour de Michel Vergalen de se faire afficher le portrait. Depuis le début du mois de juillet, vous avez certainement dû remarquer qu'il y avait un nouveau commerce cartésien en ville. En effet, il s'agit d'un commerce basé sur la thématique de la friperie, qui consiste à donner une seconde vie à nos vieux vêtements. Cela vous intéresse ? Alors partez à la découverte de ce reportage de Claude Delcourte et de Justine Dubus. Alors pourriez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Corinne, j'habite à Caudry, nous sommes implantés sur le Cateau pour l'instant. Alors pourriez-vous présenter votre boutique justement ? Alors c'est une boutique de friperie, elle s'appelle Friperie Fun. On vend, on fait du dépôt-vente et on rachète le vêtement. Alors comment vous pourriez nous expliquer le principe de dépôt-vente ou de rachat de vêtements ? Alors le dépôt-vente, les gens amènent le linge avec un listing, avec leur prix. Et on fait 50% des ventes avec la cliente. Et le rachat au kilo, pour la friperie, c'est 1 € le kilo. En grande majorité, vos clients choisissent plutôt le dépôt-vente ou le kilo justement ? Plutôt le dépôt-vente, c'est plus intéressant. Depuis l'ouverture de votre boutique, comment ça se passe l'ouverture ? Ça fonctionne très bien par contre. Voilà. Quels sont les retours que vous avez de vos clients justement ? Que des retours positifs, que c'est ce qui manquait sur le Cateau, parce qu'il n'y en avait pas avant. Alors je crois savoir, en ayant discuté avec vous, qu'avant vous étiez sur Caudry. Pourquoi vous êtes venu sur le Cateau justement ? C'est du fait qu'il n'y en avait pas sur le Cateau, et que sur le Caudry, par contre, il y en avait beaucoup. Si demain on veut venir dans votre boutique, quels sont les horaires justement ? Alors, nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 10h à 18h sans interruption. Au niveau de vos produits, vous vendez pour tous les âges ou que pour une tranche adulte ? Alors, nous vendons à partir du bébé de 0 mois jusqu'à grande taille adulte, jusqu'à 60. Nous vendons beaucoup de jouets, beaucoup d'accessoires cheveux, des chaussettes, ceintures, tout ce qu'on peut trouver, que les personnes ont besoin. Auriez-vous d'autres choses à nous dire pour votre boutique ou d'être objectif à l'avenir ? On va essayer de s'agrandir par la suite pour avoir un peu plus de place dans le magasin. Eh bien, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne continuation. Merci, à très bientôt. Au revoir. La saison des bal-trap est ouverte. En effet, nous avons rencontré Sébastien Villette afin de découvrir la manifestation mise en place par la société de chasse Saint-Hubert. Un reportage de Claude Delcourte. Alors ici, c'est notre gros événement ce week-end, c'est notre bal-trap. Hein. Le bal-trap, on met à l'honneur la ville de Le Cateau, hein, pour tout spécialement accueillir nos tireurs sur nos sites. Entre guillemets, je tiens à dire merci d'avance à notre maire, monsieur Serge Siméon, qui nous a permis d'exercer notre événement. Donc ici, aujourd'hui, on va s'exercer sur 4 pas de tir qui seront essentiellement couverts, vu les conditions climatiques qui nous annoncent, afin de permettre à nos tireurs de pouvoir exercer leur sport tout en étant au sec. Alors donc les pas de tir ont différents noms là. Oui, donc là ici vous avez un tir donc là sur ballot de paille qui s'appelle le Mirador. Ici c'est essentiellement notre concours. Là c'est un concours d'où les plateaux sont un petit peu plus intenses, plus rapides. Hein. Derrière vous, là vous avez une fosse, c'est la fosse entraînement, donc ça c'est pour tout ce qui est amateur, logiquement. Et là-bas c'est notre chariot, donc ça c'est pour tout type de fusil. C'est une pratique qui permet entre guillemets soit de passer à leur échauffement, comme tous les footballeurs, hein. Là-bas par contre c'est pas un concours, c'est tout du tir amateur.
Alors pour gagner au Baltrap, alors là c'est des séries, donc souvent c'est des séries de 10 plateaux. Donc 10 plateaux, quand vous tirez votre plateau, donc en premier coup, donc qui est cassé, ça accorde au tireur 2 points. S'il est du deuxième coup, ça lui accorde 1 point. Si par exemple il ne l'a pas, c'est 0. Donc c'est le premier qui arrive à 20 points qui... Alors comme armement, on accorde tout type de fusil, donc de l'automatique au superposé, au juste à poser, en tir en principe même obligatoirement du 28 grammes 7,5 qui est obligatoire. Alors, traduction. Alors du 28 grammes c'est la quantité de poudre qu'il y a à l'intérieur de la cartouche. C'est réglementé par la Fédération française de Baltrap qui, nous, il faut savoir qu'on exerce un Baltrap, mais nous dépendons de la Fédération française de Baltrap pour aussi exercer notre événement. C'est considéré comme un sport sportif. Maintenant, vous voyez énormément de stands de Baltrap, des championnats de France, des championnats d'Europe qui s'exercent entre guillemets sur des gros sites comme Arras, il y en a ici sur Gomny, il y en a à Crépy, voilà quoi. Alors ici actuellement en termes de membres, nous avons 25 membres de la société de Leucato. Sur le territoire, donc un territoire de 600 hectares, essentiellement de plaine. Vous êtes obligé d'être titulaire du permis de chasse. Cette année, je recueille 2 petits jeunes qui viennent actuellement de passer leur permis. Donc ça sera une première année pour eux d'apprentissage. Souvent, ils sont avec leurs parents. Et après, ils vont voler de leurs propres ailes pour l'année prochaine chasser tout seul. C'est-à-dire qu'en termes de chasse, vous avez le droit de tirer de la 28 au 36 grammes de poudre. Après, il y a des battues chevreuils qui sont exercées sur le territoire, donc soit tir à balle ou à la carabine. Ça a été très très difficile parce que nous sommes obligés de... Il faut savoir que les terres, tout à l'heure je vous ai parlé, on tape sur un biotope de 600 hectares. Donc les terres, il faut les régulariser à nos agriculteurs. Donc automatiquement, ça a été très difficile car nous ne pouvons pas nous déplacer. Nous avons été aussi pareil confinés. Nos agriculteurs ont subi des pandémies, surtout pendant la période ici qui est le tir au corbeau. Donc le tir au corbeau, il faut savoir que le corbeau s'attaque sur la culture essentiellement du maïs. Donc le maïs, comme vous voyez là-bas, notre agriculteur a mis des formes dans son maïs car son maïs a été attaqué agressivement par des corbeaux. Donc nous avons dû exercer cette année une régulation au corbeau, donc afin que nos agriculteurs ont une culture correcte. Alors en termes de gibier ici, c'est un peu divers. Nous avons, on a du lièvre, de la perdrix grise qui revient énormément dû à nos efforts et nos agrénages. Aussi, on leur donne à boire tout ce qu'il faut. Nous avons du chevreuil, du sanglier en passage. Il ne reste pas dans le secteur, vu que d'un côté de nous, nous avons le bois l'évêque, qui, je pense, qui est le gros noyau ici du secteur, qui permet de gérer où les cochons se stabilisent. Et le faisan commun et le lapin garenne. Je tiens à remercier plus particulièrement un agriculteur qui nous a prêté, on change chaque année nos agriculteurs pour faire notre événement. Donc cette année c'est monsieur Gaston-Marie Hublard de la ferme du Chemin Vert là-bas à Leucato qui nous a prêté ce lieu pour exercer notre événement. Alors pour me contacter, donc il y a un site qui est maintenant, on a fait notre propre site, maintenant on est sur Facebook, on a fait notre site Facebook, donc ils peuvent nous contacter sur le site Facebook Société de chasse Saint-Hubert Leucato et nous envoyer des mails où on leur répondra cordialement. Un sujet qui plaira aux romantiques et aux amateurs de lecture. Il y a quelques jours, nous avons réalisé une interview avec un jeune auteur de la maison d'édition Baudelaire. Du nom de Benjamin Noisier, il a écrit son premier livre pour la femme qu'il aimait. Un reportage de Claude Delcourte et de Justine Dubus. Alors voilà, je m'appelle Benjamin, j'ai 37 ans. Je suis né à Douai et je me suis déplacé dans le Valenciennois il y a une vingtaine d'années. Je travaille dans un Carrefour Market depuis plus de 15 ans.
Et aujourd'hui, à la suite d'une rupture amoureuse, j'ai décidé d'écrire un livre. Alors votre livre, comment vous l'avez créé? Est-ce que c'était un confessionnal pour vous ou c'était vraiment la volonté d'écrire un livre? Alors à la suite de la séparation, j'étais vraiment très triste. Et par thérapie, franchement, j'allais vraiment pas bien. Par thérapie, j'ai décidé de prendre la plume, comme on dit, et d'écrire. Bon, c'était plutôt un ordinateur, mais j'ai préféré écrire. Un côté plus moderne que les autres écrivains. De quoi il parle votre livre? Alors le livre, c'est mon histoire d'amour déchue, hein, si on peut dire. Maintenant, elle est déchue. C'est une histoire d'amour. Alors j'ai tout réécrit l'histoire. C'est une histoire vraie, déjà dans un premier temps. C'est mon histoire. C'est ce que moi je voyais à travers mon histoire d'amour. Et donc voilà, quoi, les moments douloureux, les moments merveilleux. Il y a eu beaucoup plus de moments merveilleux que de douloureux d'ailleurs. Bon, c'est surtout les moments qui font mal au cœur, qui ont été pas mis en avant, mais qu'on ressent. Parce que forcément, l'amour y est déchu, donc c'est plus de la tristesse et de la détresse. Mais sans quoi, j'ai passé les 9 dernières années de ma vie, elles sont merveilleuses et on le ressent bien à travers ça. Et j'essaye de faire passer le lecteur par toutes les émotions. Donc comme vous disiez, ça raconte un peu votre vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes permis de censurer ou à peu près vous avez mis tout ce qui avait été dans votre vécu? Non, je pense avoir rien censuré. Après... Dans toute relation, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai pas voulu tout mettre forcément. Les moments intimes, on ne les met pas déjà dans un premier temps forcément. Et d'autres moments non plus, un peu plus personnels. Je suis pas rentré dans le détail. J'ai préféré garder certains secrets. Forcément, après même des bons secrets, pas forcément que des mauvais. Et voilà quoi, je pense que le livre, dans un premier temps, il était destiné à une seule et même personne, forcément, la fameuse Lolita, d'où le titre. Et pour lui faire voir que je l'aime et que je l'aimerai tout le temps. Et du coup, voilà, je ne suis pas rentré dans tous les détails en fait. D'accord. Concernant l'écriture, combien de temps ça vous a pris? Alors, quand on est triste comme ça, on a énormément de choses à dire. J'ai écrit tout de suite après la séparation, vraiment les quelques heures à la suite. Et en 3 jours, toute la trame elle a été écrite. En 2 jours même, je dirais. Et ensuite, quand on décide de nous éditer, quand on trouve une maison d'édition, on retravaille ça, on peaufine, on change des mots, on adapte. Donc j'ai mis un peu plus de temps, mais sans quoi la trame du livre, en 3 jours, elle était bouclée. Vous nous parliez de votre maison d'édition. Laquelle a été votre choix du coup? Donc, j'ai été publié par les éditions Baudelaire, qui sont revenus vers moi avec un projet assez sympa. Ils étaient vachement proches, une super maison d'édition. Ils ont fait une communication parfaite, une publication parfaite, tout est la mise en page, vraiment un suivi. Alors avec mon impatience, j'arrêtais pas de les appeler tout ça, donc ça va, ils ont pas perdu patience avec moi, mais ils ont fait un travail énorme et franchement, je ne regrette pas d'avoir signé avec eux. Maintenant, votre livre, on peut le retrouver où, par exemple? Alors, il est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes telles que Amazon, à la Fnac, chez Cultura, sur les sites chapitre.com et Décitre, qui sont des sites spéciaux pour les livres, même au Furet du Nord sur commande. Donc, alors dans les rayons, il n'est pas encore disponible. Ça ne devrait pas tarder. Toutes les librairies vont jouer le jeu, j'espère. Donc on peut le retrouver assez facilement. Donc maintenant, si on veut, on peut l'avoir. Et justement, avez-vous déjà eu des retours ou quels sont les retours que vous espérez de votre livre justement? Alors j'ai quelques collègues de travail qui l'ont eu en exclusivité, voilà, cherchez le mot. Ils l'ont eu en exclusivité, contrairement, même ma propre famille ne l'a même pas encore lu. Et j'ai eu d'excellents retours là-dessus. Donc bon, c'était mon but, hein, de faire passer le lecteur par toutes les émotions, c'est ce qui leur est arrivé. Et j'espère continuer comme ça, dans la même lancée, que les lecteurs soient vraiment contents, passent par beaucoup d'émotions et que j'espère avoir des retours positifs. Eh bien, nous espérons qu'il y aura aussi d'autres livres. Est-ce que vous avez un projet justement ou ce n'est pas encore le cas? Oui, bien sûr. Alors j'ai commencé à écrire, pas forcément une suite, mais une tangente, je dirais. J'ai commencé à l'écrire. Et bon, là, je m'occupe d'abord du premier livre, ça me prend énormément de temps. Et avec le travail, jongler les deux, c'est pas évident. Et je continue à mes heures perdues de temps en temps. Eh bien, merci beaucoup et bonne suite pour vous. Au revoir.
Au revoir, merci à vous. Malgré les intempéries du mois de juillet, notre équipe a pu vous filmer l'animation proposée par la ville pour les festivités du 14 juillet, avec le Carpodium Chéri FM sur le thème des années 80. Un reportage de Claude Delcourte. Allons nous aimer, on est des braves gens. Peu m'importe les rires et les regards sur les travers. Ils sont morts, mon étendard, ma gueule. On frappe dans les mains. Tatoue-moi ce dessin, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à compenser. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Sors ton bras dessous, et néon de l'homme et de l'arrogance. Chez les bourgeois, siffler leur vin, taquiner leur conscience. Peu m'importe les rires et les regards sur les travers. Ils sont ma richesse, mon étendard. Et c'est ça, bon. Ma
futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Sans mesure. Laisse-toi tomber dans mes bras, dérivant sous les draps, dérivant jusqu'à l'outrance. Chanter pour les bienséants, les délices de la décence. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tatoue-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Merci. Pour les vacances, le musée Matisse propose de nouvelles activités. Découvrons ces dernières avec Emmanuel Macaré, responsable du service de médiation culturelle. Un reportage de François Capelier. Cet été, le musée Matisse propose des activités différentes et variées, donc que ce soit pour les publics adultes, pour les enfants, voire même pour les familles. Donc nous proposerons pour les adultes des visites commentées qui auront lieu tous les jours en semaine et le week-end, donc sauf le mardi qui est notre jour de fermeture. Donc de 14h30 à 16h30, donc il s'agira de 14h30 à 15h30 d'une visite commentée de la collection permanente Matisse, Herbin et Thériade, et de 15h30 à 16h30 de l'exposition temporaire Tout va bien Monsieur Matisse, qui sera donc toujours exposée au musée jusqu'au 31 décembre. Pour les enfants et les familles, nous organisons des ateliers qui sont des ateliers vraiment variés autour de l'exposition temporaire Tout va bien Monsieur Matisse. Donc 1 ou 2 artistes en général sont sélectionnés pour chacun de ces ateliers. Donc les ateliers sont variés, vous pouvez très bien inscrire vos enfants à plusieurs séances, donc ils se verront proposer des ateliers différents à chaque séance. Et donc ce sont des ateliers qui sont proposés tant aux enfants qu'aux familles et qui ont lieu aux mêmes horaires que les visites commentées adultes. Quittons le Cateau-Cambrésis pour Catillon-sur-Sambre, où nous avons rencontré Madame Brigitte Leduc, maire de Catillon, et Anna Ackermans, présidente de l'Association nationale des plaisanciers en eau intérieure, pour parler de la remise en fonction du trafic fluvial de la Sambre. Un reportage de André Biangou et de Claude Delcourte. Bon, je précise que vous êtes maire de Catillon. Oui, c'est ça. Bon. Depuis l'année dernière. Bon. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à faire passer les bateaux par ici? Oh, bah, c'est pas de ma propre initiative, hein, parce que Réussir notre Sambre est en route depuis plusieurs années. Et grâce à un travail de cette association qui a été très têtue, très opiniâtre, on a eu gain de cause. Voilà. Voilà. Bon, vous avez compté le nombre de bateaux qu'il y a là? Normalement, il y en avait 13, mais je crois qu'il y en a un peu plus. Donc, on va dire une petite quinzaine. Bon. Alors, comment vous sentez cette action? Ah bah très bien. Tout le monde est content. Moi, on revit dans le village, il y a de l'animation, le pont refonctionne. Voilà. C'est super pour nous. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai que on a cassé un rythme là, à un moment donné. Ah oui, oui, oui. Bon, voilà, quoi, ouais, bon. ouais. Mais là, c'est vrai que voir un bateau passer, c'est l'idéal. Non mais vous en voyez beaucoup passer là, non? Là, depuis une semaine, bon, pas autant qu'aujourd'hui, mais on en voit quand même un ou deux. Oui, oui. Le pont a déjà été levé plusieurs fois cette semaine. D'accord. Oui, oui. Donc à chaque fois que ça doit passer, vous êtes averti quand même? Ah non, non, non. Ah non? Ah non, 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 non. D'accord. Ah non, ce sont les voies navigables. D'accord. En fait, je crois que les navigateurs, les plaisanciers achètent un abonnement, oui, et ils préviennent quand ils arrivent à une écluse. Pour que... Non, 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 on n'est pas prévenus. Hein. Bon, non, non. D'accord, ah, non. ok. Bon, oh, non. Vous en avez parlé aux administrés qu'il y aurait ça ou pas? Ah bah oui, 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 je les ai avertis. On avait mis des photos sur notre site Facebook. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Hein. D'abord, il y en a qui sont là ce soir. D'accord. Bah, Okay. oui, là. Donc je vois que vous êtes heureuse, quoi. Oui, je pense que demain, tout le monde va venir voir le départ des bateaux. Et le départ est fixé? Alors, ils s'en vont vers à partir de 9h. Et Madame Ackermann m'a dit qu'ils partent à peu près tous les quarts d'heure. Pour ne pas se présenter tous ensemble aux écluses. Voilà. Ok. Bah là, bon, ils sont arrivés pareil de façon étagée, hein, étalée. Bon. Je suis Anne Ackermans, je suis la présidente de l'Association nationale des plaisanciers en eau intérieure.
ce qui représente plus ou moins 950 membres et 850 bateaux sur toute la France. Et alors, vous travaillez comment pour vous réunir? Ben là, ici, ce qu'on a fait, c'est se réunir par rapport à la réouverture de la Sambre. Et du canal de la Sambre, du canal de la Sambre à l'Oise, parce que c'était un canal qui était fermé déjà depuis de nombreuses années et qui a réouvert cette année grâce à des volontés politiques et quelques volontés de VNF, de manière à ce qu'on puisse de nouveau naviguer et voir des bateaux passer dans les villages. Nous, on a œuvré aussi pour cette réouverture de canal, donc je pensais que c'était important au niveau de l'association d'être présent avec quelques bateaux. Et c'est comme ça qu'on a des bateaux qui viennent d'un peu partout de la France, de la Saône, du pays du centre de la France, mais aussi de la partie Somme comme de la Moselle. Donc un rayon, somme toute, assez important autour de la Sambre, parce qu'il faut quand même le rappeler que la Sambre, c'est l'axe principal du nord vers Paris. D'accord. Et cette association existe depuis quand? Oh, de nombreuses années. On a fêté les 35 ans, je pense, il y a 2 ans déjà. Donc, je ne sais pas la date exacte. Je ne suis pas bonne pour ça. Okay. Bon, alors, comment vous repérez les endroits navigables? Déjà, on a la possibilité d'avoir au niveau de VNF toute une série d'axes qui sont navigables plus ou moins avec des côtes d'enfoncement et de tirant d'air. Parce que pour qu'un bateau puisse naviguer, on a besoin d'une certaine profondeur et d'une certaine hauteur sous les ponts. Donc ici, le canal, c'est 3,50 m. Tous les bateaux qui ont une superstructure qui fait plus de 3,50 m ne peuvent pas emprunter ce canal. C'est pareil, tous les bateaux qui font plus de 1,60 m ne pourront pas emprunter le canal non plus. Et alors, il y a la dimension des écluses aussi, qui font 40 m par 5 m. Donc là aussi, c'est une limitation des dimensions des bateaux qui peuvent passer ici. Et chaque canal, en fait, ou chaque voie navigable a ses typicités, et on peut le savoir avant de partir, en fait. Il y a des guides qui existent, il y a des choses qui existent au niveau de VNF, des tableaux, et on a toutes les informations qui nous permettent de naviguer. Bon, parce qu'il y a quand même des écluses qui se sont fermées. Comment vous faites pour passer? Là, maintenant, dans le temps, on avait une écluse, un éclusier. Et ça, c'était super parce qu'on avait un éclusier qui nous renseignait. Ben là, il y a une petite fromagerie, là, il y a une bonne épicerie, là, ils font du bon pain. Et malheureusement, on a perdu ce contact et qu'on essaye de retrouver. Maintenant, pour pouvoir passer les écluses, on a un petit boîtier et on doit appuyer sur des boutons. Tout est automatisé. Donc, on retrouve un éclusier pour l'ouverture de certains ponts éventuellement, pour certaines écluses de passage ou de comptage, et on a ce qu'on appelle des éclusiers itinérants. Donc quand la machine tombe en panne ou quand il y a une écluse, une porte qui se ferme mal parce qu'il y a un bois ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, on appelle l'éclusier itinérant et il vient réparer l'écluse et qui peut nous permettre de continuer la navigation. Bon, est-ce que vous avez des longueurs et des largeurs exigées pour un bateau avant de naviguer? Non, non, absolument pas. On a des petits bateaux, on a des grands bateaux, si ce n'est que sur ce canal, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas aller au-dessus de 39 mètres, on ne peut pas être de long, ça ne peut pas être plus de 5 mètres de large, ça ne peut pas faire plus de 3,60 m de haut, ni 1,60 m en dessous. Donc ça, c'est la cote maximum pour ici. Maintenant, si vous passez sur Paris, c'est 12 mètres de large, c'est 150 mètres de long, voire 210 mètres maintenant. Donc, et là, les côtes vont beaucoup plus haut. On peut aller jusqu'à 7 mètres de haut et 3,50 m d'enfoncement. Mais tout est fonction du type de voie navigable que vous prenez, du gabarit en fait que vous prenez. Le gabarit qui est ici, c'est le gabarit Fraissinet, qui est un ingénieur qui a homogénéisé en fait les petits gabarits qui sont surtout en France des possibilités d'interbassins. Donc c'est-à-dire vous avez le bassin du Rhône où vous avez des grosses péniches, vous avez la Seine où vous avez des grosses péniches, vous avez toute la partie nord où vous avez des grosses péniches, vous avez pareil tout ce qui est Rhin, Moselle où vous avez des grosses péniches, et entre les deux vous avez des petits gabarits, des interbassins, donc pour rejoindre tous ces bassins, et ça ce sont tous des gabarits Fraissinet, et c'est un gabarit qui a été mis en route déjà il y a
pour homogénéiser de façon à ce que tous ces petits bateaux puissent passer d'un bassin à un autre. Ce qui permet de relier toutes les voies navigables en France quasiment, sauf la Bretagne. Bon alors, pour faire ça, il vous faut quand même une cartographie. Voilà, la cartographie, quelque part, voilà. On est obligé d'avoir que c'est comme quand vous prenez la route, vous avez besoin d'un guide. Et bien pour les voies navigables, c'est pareil. On a besoin des guides et je suis bien placée pour le savoir parce que moi, je suis à fabriquer, à mettre à jour, en tous les cas, ces guides de navigation. Ce sont les éditions du Breil qui sont des guides qui vous permettent de savoir où sont les points d'intérêt touristiques, les points d'intérêt aussi, je dirais, pour l'avitaillement, donc boucherie, boulangerie, petits commerces que l'on peut trouver en proximité du canal. Savoir qu'avec nos vélos, on fait en général jusqu'à 5, 10, voire 15 km autour du point d'arrêt. D'accord. Donc ça, vous avez tout ça en tête, vous? J'ai pas tout ça en tête. En fait, je visite chaque village et on va voir ce qui existe tout au long de notre parcours, ce qui permet de cartographier, de renseigner les gens qui vont acheter les guides et pouvoir naviguer. Donc, quand vous avez ces guides-là, vous savez qu'en s'arrêtant ici, on a une petite épicerie qui fait... Donc, c'est important pour nous, navigants, de savoir où on va pouvoir faire de l'avitaillement pour manger, de l'avitaillement gasoil. Et alors, tout ce qui est touristique, qu'est-ce qu'il y a à visiter, qu'est-ce qu'il y a de chouette à voir dans la région. D'accord. Bon, si je comprends, tous ces... ils ne sont pas tous navigables toute l'année. Non, toute l'année, non. Il y a des zones où on a ce qu'on appelle le chômage. Donc pendant ces périodes-là, les agents entretiennent les canaux et à ce moment-là, on a des zones qui ne sont pas navigables. Il faut attendre la saison suivante, en général la saison estivale. Pour tout ce qui est canaux, plus de plaisir et de plaisance, on a la navigation qui commence en général au mois d'avril. Pour les vacances de Pâques et qui se finit pour les vacances de Toussaint. Grosso modo, c'est ça. Bon, après, vous naviguez plus? Après, on navigue plus ou moins, ou alors il faut avoir vraiment des bateaux qui sont très équipés, bien isolés, bien chauffés, un petit peu autonomes pour pouvoir naviguer hors saison aussi. Et ce n'est pas la majorité de nos bateaux. En fait, la majorité des bateaux sont des bateaux de plaisir, travail, pas du tout, si ce n'est pour moi, mais ça reste quand même un petit bateau, mais c'est vraiment le bateau de plaisir. Le week-end, les 15 jours par-ci, un mois par-là. Éventuellement, dans nos adhérents, on a des gens qui partent un mois, qui retournent 15 jours à la maison, qui repartent un mois sur le bateau, qui repartent 15 jours à la maison. Et c'est un petit peu à chacun. Maintenant, on en a d'autres qui partent 6 mois. Moi, j'habite à l'année sur le bateau, donc c'est un petit peu en fonction de chacun. Maintenant, il faut savoir qu'avoir un bateau, les premiers bateaux qui sont totalement acceptables pour la navigation, vous commencez à trouver des bateaux à 25 000 30 000 euros, donc c'est pas bien cher. Et on dit toujours, ah oui, mais les gens qui ont des bateaux sont riches. Je touche moins que le SMIC, où je suis vraiment à la limite du SMIC, donc on ne peut pas dire que ce soit des choses qui soient pour les riches, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je pense que vous mettez plus de gasoil dans votre voiture que moi dans mon bateau. Ah, d'accord. Bon. Et puis après, il y a la convivialité que l'on retrouve, l'entraide que l'on a sur les voies navigables. Et ça, au niveau de l'association, c'est quelque chose d'important. On sait que s'il y en a un qui est en panne, eh ben, on peut compter sur Pierre-Paul Jacques qui sont autour et qui pourront donner un coup de main, aider par-ci, par-là. On a des petits rassemblements dans chaque région parce qu'en fait, au niveau de la NPEI, on est au niveau national, mais on est découpé en 8 régions. Et dans 8 régions, il y a des activités qui sont proposées tout au long de l'année. En tout cas, mais pour ça, moi, je vous dis bravo. Hein. Ah, c'est certain que c'est du temps à passer. C'est du temps à passer pour rassembler les gens et faire de la convivialité. Essayer de transmettre notre plaisir et tout ce qu'on trouve autour de la voie d'eau aux gens qui habitent proche de la voie d'eau, parce que en fait les gens qui habitent près des voies navigables ne sont pas toujours bien conscients de la valeur de ce qu'ils ont près de chez eux.
Voilà, et ça c'est assez, c'est assez important aussi pour nous de transmettre et d'échanger avec les gens de la région, du terroir, de manière à leur faire prendre conscience de la beauté et de la richesse qu'ils ont autour d'eux. Bien. En tout cas, moi je vous remercie de nous avoir... J'ai rêvé. Ah oui, non seulement vous nous avez fait rêver, mais en plus nous avons pris conscience. Voilà, un tout petit peu de la graine, quoi. Voilà. C'est vrai, c'est que la navigation, c'est quelque chose de sympathique, c'est convivial, et puis il faut que les voies navigables vivent pour qu'elles soient agréables. Donc il faut qu'on fasse passer des bateaux, il faut qu'on navigue et qu'on passe partout. Bien. Merci à vous. Merci à vous aussi. Voici une information venant de l'Office du tourisme du Cateau. L'Office du tourisme vous propose une visite ludique du Tchou Village, le samedi 24 juillet à 15 h et le mercredi 11 août à 15 h également. Partez pour un rallye ludique en famille à travers le quartier du Tchou Village, l'un des premiers faubourgs de la ville au Moyen-Âge. Adresse, bon sens et qualité d'observation sont requises. Le tarif est de 5 € et la visite dure 1h30. Réservation obligatoire à l'Office du tourisme ou au numéro suivant, le 03 27 78 36 15. Maintenant, une petite charade. Mon premier est un homme, mon deuxième est un Belge et mon troisième joue de l'harmonica. Alors, vous avez trouvé? Eh bien, nous l'espérons. Comme je vous l'ai annoncé au début de ce journal, nous vous proposons encore cette semaine le portrait d'un de nos bénévoles. Et cette semaine, c'est Michel Vergalen. Si je vous dis Belgique et harmonica, bien sûr, cela fait référence à Michel, bénévole pour Beffroi Vision depuis maintenant 3 ans. Il est temps désormais de faire plus ample connaissance avec lui. D'origine belge, Michel habite dans le Nord depuis près de 6 ans. Avec la retraite qui arrivait, il voulait s'investir dans de nouveaux projets, travailler en équipe et faire de nouvelles rencontres afin de ne pas s'enfermer chez soi. Actif sur les réseaux sociaux, Michel avait remarqué une annonce publiée par Nathalie, elle aussi bénévole à Beffroi Vision. Le message indiquait que la chaîne cherchait de nouveaux bénévoles. Alors, il s'est dit que pourquoi pas? Il avait envie de rejoindre l'équipe. Depuis, Michel présente le journal et a créé une série humoristique nommée « De sources sûres ». Cette activité de bénévole lui apporte beaucoup. Il a appris comment fonctionne une télévision et a développé son langage, car il ne faut pas être timide devant les caméras. Michel se souvient de la première fois qu'il est entré dans les locaux de la chaîne. Ce n'était pas en tant que bénévole. Au contraire, avec sa femme, il était l'invité d'une émission pour les présenter, son épouse étant aquarelliste et lui, peignant à l'huile. À l'époque, Michel écrivait aussi. Ce premier contact avec Beffroi Vision lui a bien plu. Cela explique pourquoi il a rejoint l'équipe de bénévoles par la suite. Auparavant, Michel ne connaissait pas la chaîne, puisqu'il est originaire de Belgique. Mais quand il a cherché à s'installer dans le Nord, il a découvert sur Internet la fiction humoristique développée par Gérard Lemoine, bénévole pour Beffroi Vision. En somme, c'est la première personne qu'il a rencontrée de l'équipe. Depuis, Michel est fier de faire partie des bénévoles. Je le cite, « Beffroi Vision, c'est une chaîne amatrice, mais tout le monde se donne à fond. » Il est admiratif du travail de Cécile et Claude, grâce à qui la chaîne existe. C'est avec beaucoup de plaisir que Michel s'épanouit dans cette activité. Voilà, notre journal touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et informé sur la vie de notre ville. Je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube, mais aussi tout récemment sur notre compte Instagram Beffroi Vision Off. Merci beaucoup et à bientôt sur Beffroi Vision. Au revoir.